Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Reprendre la mer avec Interentreprises. Vous vous souvenez, nous allons vous faire aimer la mer. Tout d'abord, merveilleuse année 2023, même si le mois de janvier, mois dédié aux vœux, est déjà achevé. Maintenant, l'actu. Lors de ses vœux aux forces armées en janvier dernier, le président de la République Emmanuel Macron a insisté sur le fait que la France est un archipel. C'est une très bonne nouvelle qui augure, je l'espère, une meilleure prise en compte des Outre-mer. Il a en outre annoncé la présentation très prochaine d'une stratégie ultramarine de la défense. Dans son propos, il a surtout évoqué l'Indo-Pacifique, mais il a fort à parier que les Antilles-Guyane sur le versant atlantique seront aussi concernés. Toujours du côté du gouvernement, cette fois du secrétariat d'État à la mer. Début novembre, s'est tenu à Lille les Assises de la mer. Même si l'outre-mer brillait encore par son absence, Hervé Berville, le secrétaire d'État chargé de la mer auprès du Premier ministre, a fait plusieurs annonces dont les réalisations vont rythmer les mois à venir. Ici aussi, nous sommes concernés. Tout d'abord, la vision. La France veut redevenir une puissance maritime majeure. Elle veut remonter de la 16e à la 4e place dans un premier temps. Pour atteindre cet objectif ambitieux, la France agira dans 3 directions. La première, la France veut recréer une envie de mer chez le maximum de jeunes Français. Pour ce faire, les BTS seront réformés pour y intégrer des modules sur la mer et les jeunes sortant des lycées maritimes auront directement le niveau d'officier. Quant à l'École nationale supérieure maritime, le NSM, ses moyens financiers et humains seront encore renforcés en 2023. En 2 ans, cette école aura obtenu 10,5 millions avec comme objectif de doubler le nombre de jeunes officiers français formés. De même, la validation des acquis de l'expérience, la VAE, système peu utilisé par les gens de mer, sera favorisée. Et pour que les jeunes restent marins, la lutte contre le dumping social et le contrôle des flottes touchant les ports français seront renforcés. Une task force pour le contrôle des navires sera créée, constituée entre autres d'inspecteurs du travail. Elle viendra en appui au préfet. Deuxième volet de la reconquête, la constitution d'une flotte stratégique par la France. Ses capacités seront centrées sur l'approvisionnement du territoire national par temps de crise. Ce seront donc des bateaux capables d'effectuer du transport de produits alimentaires, de poser des câbles sous-marins, d'approvisionner le pays en énergie, de subvenir aux besoins de l'industrie, d'effectuer de la recherche, des services portuaires, etc., etc. Une mission parlementaire doit définir le périmètre de cette flotte d'ici mai prochain. Le 3e pilier de la reconquête est la planification pour parvenir à décarboner les flottes françaises de pêche, de plaisance et de la marine marchande. La difficulté est que 80% de la flotte française a été construite durant les années 80. Elle est donc récente et fonctionne aux énergies fossiles. Seulement 12% de la flotte fonctionne avec des énergies décarbonées. D'ici la fin du quinquennat, 300 millions seront investis dans cette stratégie. Les collectivités locales sont incitées également à financer la décarbonation des équipements et des flottes. Enfin, dernière actu, création d'une marque par CMA-CGM. Il s'agit de Kalinago. Lancé mi-décembre, Kalinago remplace et développe le service Leeward de la compagnie. C'est un service de cabotage sur courte distance qui fera 11 escales dans la Caraïbe. Kalinago passera par la Martinique, la Dominique, la Guadeloupe, Porto Rico, Saint-Martin, Antigua, la Grenade, Trinidad et Tobago, Barbade, Saint-Vincent, les Grenadines et Sainte-Lucie. Ce service hebdomadaire sera opéré par 2 navires, le Cédric K, pouvant transporter 164 containers, et l'Industrial Royal, transportant lui 547 containers. Avec cette offre, CMA-CGM s'engage à réduire le transit time entre les îles de près de 50%. Cette nouvelle offre vient en complément de celle lancée en novembre par Pompier SA avec Fret Express Caraïbes, la compagnie des îles du Nord et Transmadiquera, offre que nous avions présentée en décembre dernier. Ces 4 opérateurs proposent ensemble
un service vers 23 pays de la Caraïbe, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie, Grenade, Saint-Vincent, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la République dominicaine, Saint-Thomas, Tortola, Sainte-Croix, Anguilla, Saba, Saint-Eustache, Saint-Kitts, Nevis, Antigua, Montserrat, Dominique, Trinidad, Barbade et Porto Rico. Les capacités d'échange intra-Caraïbes se développent donc. Aux opérateurs, notamment les industriels, de s'en emparer. Maintenant, notre invité. Je reçois aujourd'hui Édouard Pori. Il est directeur délégué de la Somara. La Somara, société martiniquaise de remorquage portuaire, enrichit sa flotte de Plisphos, un remorqueur le plus puissant de la Caraïbe et aussi de la France, répondant aux dernières normes environnementales Tier 3. Présentation avec Édouard Pori. Bonjour Édouard Pori. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Alors vous êtes le directeur délégué de la Somara. Oui. Depuis 2018. Donc qu'est-ce que c'est que la Somara? Alors la Somara, c'est la société martiniquaise de remorquage et d'assistance. Cette société existe depuis quand? Donc elle existe depuis 2003 et donc nous sommes spécialisés soit dans nos métiers, c'est l'assistance portuaire, l'assistance en haute mer pour les navires qui sont en difficulté, le remorquage maritime. Et également, on a un volet plutôt environnemental sur, on va dire, le relevage d'épaves, le nettoyage de nos océans. Voilà. Et on a également une activité de travaux maritimes spéciaux où on va faire des travaux comme pose de câbles sous-marins, comme on a pu le faire, de fibres optiques, de câbles électriques, qui est un métier un petit peu moins connu de la Somara, mais indispensable. Vous avez posé de la fibre électrique, par exemple la fibre optique quand Orange descendait son câble. Tout à fait. Donc Orange nous a confié en fait la sous-traitance, l'atterrage du câble. Oui. D'accord. Oui. Et donc vous avez une flotte de combien de bateaux? Donc aujourd'hui on a une flotte de 11 bateaux avec 3 petites unités qui vont arriver au courant de l'année 2023. En plus des 11? En plus des 11. D'accord. Donc oui. on se concentre déjà sur les 11 et puis surtout qu'il y a un navire amiral qui est arrivé, un remorqueur amiral qui est arrivé. Oui. Et donc, comment se répartit cette flotte? Alors, on a des remorqueurs qui vont être plutôt spécialisés dans l'assistance portuaire, donc pour le port de Fort-de-France. Donc là, pour pouvoir accoster les bateaux en sécurité, on nous impose en fait d'avoir 2 remorqueurs à Fort-de-France en permanence. On a des remorqueurs qui font également la même chose, mais pour nos îles voisines. Savoir que nous travaillons également pour Sainte-Lucie. Nous sécurisons le port de Sainte-Lucie. Nous avons un remorqueur qui est basé là-bas. Qui est dédié. Oui. Après, on a des remorqueurs qui sont plutôt spécialisés dans le remorquage. Nous avons en fait des barges. Donc on fait du transport de marchandises avec. Donc 2 barges qui vont aller avec 2 remorqueurs. Et donc vous venez de rentrer un nouveau bateau. Oui. Un nouveau remorqueur, le Plisphos. Donc, ce nom dit bien plein de choses. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bateau? Où a-t-il été construit? Donnez-nous des nouvelles de cette nouvelle unité. Alors, le Plisphos, donc il est arrivé dans nos eaux en en septembre 2022. Donc, il est immatriculé à Fort-de-France. Tous vos bateaux? Tous nos bateaux, non. Nos bateaux ne sont pas tous immatriculés à Fort-de-France. La grande majorité, on va dire 70% de nos bateaux sont basés à Fort-de-France. Et on a également 2 unités qui sont sous pavillon Saint-Vincent et Grenadines, mais eux ne vont pas vraiment en fait travailler en Martinique. Ils vont surtout travailler à l'étranger. Dans la zone, d'accord. Oui. Donc on revient au Plisphos. Oui. Donc il a été construit où? Il a été construit donc avec un chantier hollandais qui s'appelle Damen, qui est tout simplement le leader dans la construction navale. Hollande? Non, en fait ils ont plusieurs chantiers dans le monde. Celui-ci spécifiquement, il a été conçu au Vietnam. D'accord. Au Vietnam, sa construction a duré au moins 2 ans, voire presque 3 années. C'est un remorqueur qui a beaucoup de spécificités, beaucoup de spécialités. Voilà, il paraît qu'il bat tous les records vu qu'il est le plus gros de la Caraïbe et puis le plus puissant, voire de la France. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, il faut faire attention quand on dit que c'est le plus gros de la Caraïbe ou de France. Beaucoup vont dire, oui, mais et l'abeille Bourbon alors? Bien sûr, l'abeille Bourbon est bien plus gros. Qu'est-ce que c'est que l'abeille Bourbon? L'abeille Bourbon, en fait, c'est le plus gros remorqueur hauturier de France. D'accord. Le Plisphos est effectivement le plus gros remorqueur portuaire de France. D'accord. Voilà, chaque bateau, un bateau, c'est un compromis. Donc l'abeille Bourbon, typiquement, ne pourra pas faire d'assistance portuaire,
il est trop gros, donc pas assez manœuvrant. Donc le Pistos, c'est à ce jour le plus gros remorqueur, le plus puissant de France et de la Caraïbe. Et sa spécialité, ça sera l'assistance portuaire. D'accord. Toujours uniquement sur le port de la Martinique ou on pourra le voir intervenir dans d'autres ports de la zone? Alors, il pourra intervenir, on va dire, partout, mais on va dire que son poste principal sera Fort-de-France. Ça s'inscrit un petit peu dans la tendance du port de Fort-de-France, qui accueille en fait des bateaux de plus en plus gros. Et d'ailleurs, avec l'année prochaine, il y aura des bateaux encore plus gros qui vont être accueillis à Fort-de-France. Et sans un remorqueur de cette capacité-là, Fort-de-France n'aura pas pu accueillir des navires de plus grande importance. Et le Pistos, c'est équipé de quoi? Donc, c'est pas juste un bateau, je suppose qu'il a plein de choses. Alors déjà, premièrement, c'est le premier remorqueur de France répondant à un critère qui s'appelle IMO TR3. IMO TR3, en fait, c'est une norme environnementale qui, en fait, permet d'avoir une consommation de carburant à puissance égale bien moindre. Décarboné, donc. Tout à fait décarboné, qui a 70% d'émissions en moins. Et également, au niveau du bruit, au niveau de l'acoustique, c'est assez impressionnant, il est très très silencieux. Donc voilà, on est vraiment tourné vers l'avenir avec ce bateau-là. Donc, est-ce qu'il a d'autres équipements? Donc, oui. Effectivement, il répond aux normes environnementales. Donc, vous avez dû payer ça très très cher, vu qu'il paraît à l'époque que c'était... ça faisait la différence en termes de prix sur les devis. Tout à fait. Donc, maintenant, quels sont ces équipements? Qu'est-ce qu'on pourra faire avec ce bateau-là? Alors, pour revenir sur l'environnement, c'est vrai que ça a coûté très cher, mais c'est un pari pour l'avenir, puisqu'en fait, déjà, certains ports dans le monde imposent cette norme. Donc, on sera déjà en avant-première, on aura déjà anticipé, on le pense, cette obligation qu'il y aura en fait de décarboner toute la profession. Donc, il y sera déjà. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus? Il a également 2 pompes FIFI. Ça s'appelle du firefighting. D'accord. Il permet en fait à lutter contre les incendies en haute mer. Il a 2 pompes qui font respectivement 1200 mètres cubes par heure. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. Non, mais on peut imaginer. Ça fait 2 400 000 litres par heure qui peut débiter. Pour éteindre les incendies. Pour éteindre les incendies. Alors, on le souhaite pas du tout. Personne, mais voilà. Mais bon, vous êtes équipé de ça. Si par exemple, il y a un incendie à la Tour Simon, donc par exemple, il pourrait intervenir pour ce type de problématique. Mais en côtier comme en portuaire, donc comme en haute mer. Oui, alors il est arrivé par ses propres moyens depuis le Vietnam, donc il est vraiment fait pour partir en haute mer, pour porter assistance aux navires en difficulté. Il a une capacité donc de soudage de 190 000 litres. Ça donne une autonomie assez importante, très confortable. Mais voilà, je pense que l'intérêt aussi pour la région Caraïbe, c'est d'avoir ce type d'unité, puisque les malheurs n'arrivent pas qu'aux autres. Et quand on repense à des malheurs comme le Erika, qui a un petit peu choqué tout le monde, là on parlait de 20 000 litres de fioul lourd déversé. Il faut savoir qu'à Sainte-Lucie, chez nos voisins, il y a des monstres de pétroliers qui arrivent tous les jours, qui ont plus de 170 000 litres de fioul. Donc voilà, ce navire-là... Donc le Pistos pourra intervenir en cas de marée noire, des choses comme ça? Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire pomper le carburant qui est dans la mer, il a cette capacité-là? Alors, il a pas exactement cette capacité-là, mais l'assaut marin, en fait, parmi ses unités, ont des unités pouvant faire ça. Pouvant faire ça, d'accord. Et voilà, notre métier, c'est vraiment l'assistance portuaire, la lutte contre les pollutions. En fait, notre équipage... D'ailleurs, 100% de l'équipage du Pistos est martiniquais. Combien d'équipages? Combien de membres d'équipage? Alors, ça dépend de la mission. Pour l'assistance portuaire, 5 membres d'équipage suffisent. D'accord. Alors, si jamais il y a une mission en haute mer, à ce moment-là, il va falloir l'armer en conséquence. Et ils vont monter à 8, parfois 10 membres d'équipage en fonction de la mission. Ils peuvent dormir sur le bateau, ils peuvent manger. Sans problème. D'accord, ok. Et le Pistos peut... assister aussi bien de la marine marchande que de la plaisance, que du paquebot. Alors oui, là, il assiste tout type de bateaux, d'ailleurs les bateaux de très grosse taille. C'est ce que l'on voit quand même, c'est que les bateaux sont de plus en plus gros.
Évidemment, s'il y a un bateau de plaisance qui est en difficulté et qu'il est dans la zone, il pourra intervenir. Mais disons que sa vraie valeur ajoutée, ça sera pour porter assistance à des bateaux de plus grosse importante. Mais il faut pas mettre seulement la Martinique dans cela. On a le canal de Panama qui est à côté. On a l'Amérique du Sud qui est à côté. Nous sommes au carrefour de l'Amérique et de l'Europe. Il y a un trafic monstrueux à côté de nos îles, en fait. Mais justement, c'était ça ma question suivante. Qu'est-ce qu'un navire comme celui-là, et voir une flotte telle que celle que vous avez développée, apporte comme technologie, en quelque sorte, comme service dans la zone? Parce que c'est extraordinaire d'avoir 11 bateaux, maintenant, bientôt, pas de plus, pour pouvoir... ce ne sont pas des unités, comme vous venez de le dire, qui concernent que la Martinique. Non. Elles ont un rayon d'action qui est assez large. Donc, selon votre expertise, qu'est-ce que vous observez comme... la Caraïbe monte en compétence, quoi. La Caraïbe est en train de prendre une vraie place dans le maritime, pas simplement venue de l'extérieur, mais maintenant de l'intérieur. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous ne sommes pas personnellement bien placés pour parler, je dirais, du secteur maritime dans la Caraïbe de manière générale. Mais nous, notre observation, c'est que il y a un trafic effectivement de plus en plus important. Il y a des bateaux justement de plus en plus énormes. Chaque bateau qui sort dans notre chantier sont de plus en plus gros, ce qui veut dire que le besoin de remorquage est de plus en plus, je dirais, indispensable. Et oui, comme vous l'avez dit, beaucoup d'armateurs étaient plutôt sud-américains, américains, européens. Maintenant, on peut se dire qu'on a cette compétence. Et puis, ça donne des perspectives à des jeunes qui veulent devenir marins et qui trouvent des bateaux pour embarquer, parce qu'à un moment, ça s'était beaucoup raréfié. On est bien d'accord. Ça, c'est quand même une de nos fiertés aussi. On a un équipage et une équipe 100% martiniquaise. Ils sont tous formés à l'école de Trinité. Et clairement, c'est ce qu'ils disent, c'est que beaucoup de nos compatriotes ambitieux étaient contraints en fait de partir dans des plus gros armements en métropole pour aller toucher à des unités, à des équipements et des machines modernes, dernier cri, enfin, à la hauteur de leurs ambitions. Absolument. Et aujourd'hui, cette ambition, ils peuvent la combler, on va dire, ils peuvent faire un bout de chemin avec nous, clairement. Tout à l'heure, vous avez évoqué 3 nouveaux bateaux, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Toujours du remorquage ou bien c'est complètement autre chose? Alors, pas du tout. On est depuis 2015. Là, c'est vraiment le côté un peu martiniquais, c'est trouver une solution à la lutte contre la sargasse. Donc, on a, depuis 2015, essayé pas mal de choses. On a eu beaucoup d'échecs. Et là, on est venu à une solution pour tenter de réduire, enfin, ça sera un marché expérimental pour réduire les arrivages de sargasses sur nos côtes. Donc, les 3 unités qui vont arriver seront vraiment dédiées pour le ramassage en mer des sargasses. Vous dites que c'est expérimental, c'est un appel d'offres, un appel à projet auquel vous avez répondu et... Oui, alors en fait, l'État, la direction de la mer a lancé un marché en novembre pour lequel notre entreprise a répondu. D'accord. Pour en fait... Seul ou avec d'autres... Alors avec beaucoup de personnes, on a fait le pari en fait d'essayer d'intégrer toutes les entreprises qui ont travaillé, enfin toutes les entreprises j'exagère, mais une bonne partie des entreprises qui ont travaillé en fait sur cette problématique en mer. Donc nous sommes co-traitants avec plusieurs personnes. La société Filet de Rome, pour ne pas la nommer, va plutôt faire la partie collecte. On a également intégré donc les pêcheurs, parce qu'on se dit que les pêcheurs connaissent mieux que personne leur propre commune, donc connaissent les passes et certaines baies elles sont très difficiles d'accès. Donc on a intégré les pêcheurs en fait dans notre réponse. Et également une société de Grand-Rivière, monsieur Arthur Trébeau, qui va travailler avec nous. On va travailler ensemble pour Et donc l'idée, ce serait quoi? Qu'est-ce qui a séduit le ministère de la Mer? Ce qui a séduit le ministère de la Mer, je pense, c'est d'essayer vraiment de trouver une solution pour la santé, pour notre propre santé. Il y a beaucoup de choses qui ont été expérimentées depuis le début, la collecte à terre, la collecte en mer, mais l'idée c'est d'aller un peu plus loin dans la collecte en mer. C'est simplement en fait de collecter de la sargasse fraîche pour pouvoir en fait la conditionner en vue de la réémerger en mer.
Donc Comment vous allez la réémerger? Parce que ça flotte, la sargasse. La sargasse flotte, mais il y a deux manières de les faire en fait couler. Alors je tiens bien à insister sur le fait que c'est un marché expérimental. On mettra tout en œuvre pour collecter un maximum de sargasses, mais ça sera sur le terrain qu'on verra Absolument. les difficultés ou pas. Donc comment on fait? Donc on a des engins collecteurs avec des tapis convoyeurs que vous avez dû voir peut-être beaucoup à la télé. Ça marche très bien. Leur problématique, c'est qu'ils devaient en fait retourner à terre, perdre beaucoup de temps dans les allers-retours, décharger leurs sargasses dans un boraquet, trouver également un site terrestre ou quelqu'un qui veut bien les accueillir. Sachant toutes les difficultés qu'on a avec ce type de produit, Oui. Chargé de métaux lourds, etc., etc. Exactement. Donc c'est pas très bon pour le sol. Voilà, donc nous, l'idée, c'est en fait de récupérer ces sargasses fraîchement collectées, de les conditionner. Donc il y a deux types de conditionnement possibles, soit à travers un broyage de ces sargasses, pour en fait casser un petit peu les petites bulles, ou soit en les laissant naturellement sécher sur une période de 48 heures. Et une fois qu'elles sont submersibles, on ira en fait les clapper en mer, dans un endroit préalablement défini, avec une courantologie adaptée, avec un fond adapté, et pour être certain en fait qu'elles ne reviennent pas ni sur nos côtes, ni sur nos côtes voisines. L'idée, c'est qu'elles coulent. Très bien. Ben, écoutez, nous aurons l'occasion de vous réinviter une fois que tout ça sera mis en musique. En tout cas, merci infiniment. C'était extrêmement intéressant et je pense que vous reviendrez, même si vous m'avez dit au départ que vous n'aimez pas trop ça. Ah ben, vous étiez plutôt bon. Très bien. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Maintenant, place au métier de la mer. Nous poursuivons notre découverte de personnes engagées, volontaires, de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM du Marin en Martinique. Ces bénévoles, courageux, engagés, portent secours à tous en mer, quelles que soient les conditions météorologiques. Il y a 4 stations SNSM en Martinique, 3 en Guadeloupe, une à Saint-Martin, une à Saint-Barthélemy et une en Guyane. Aujourd'hui, rencontre avec un chef d'entreprise, Alexandre Cali, qui est également nageur sauveteur de bord à la SNSM du Marin en Martinique. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 42 ans et j'habite au Vauclin en Martinique. Alors moi je suis chef d'entreprise, je travaille dans le tourisme. Je suis sauveteur en mer à la SNSM sur mon temps libre, bénévole comme tous mes collègues et comme tous les sauveteurs de la SNSM au niveau national. Je suis canotier et avec la particularité ou la spécificité d'être sauveteur nageur de bord, SNB. C'est nous qui allons dans l'eau. On peut être amené à aller dans l'eau pour aller chercher une victime, aider quelqu'un en difficulté, ou aller à la nage sur un bateau, sur une plage, à terre, un bateau échoué. La SNSM, c'est un engagement. Ce qui me plaît, c'est d'être disponible, de porter secours. C'est l'action, c'est la mer, c'est l'adrénaline qu'on peut rencontrer sur certaines missions. On a un éventail de missions assez large. On peut aller porter assistance à des bateaux en difficulté, on fait beaucoup de remorquage, on a fait récemment un bateau qui était en train de couler, on va aider les gens sur un bateau en feu, des bateaux en panne. On fait aussi des évacuations sanitaires. On va chercher les blessés à bord des bateaux, ou on emmène le médecin du SAMU ou les pompiers sur un bateau, soit dans la marina, soit au mouillage. Plein de choses, puisque la SNSM, on a la chance d'être très bien formé et d'être formé tout le temps. Et il y a diverses missions. On peut évoluer vers d'autres missions.
et on a vraiment un programme de formation interne très complet. Les qualités pour être un bon sauveteur en mer, déjà il faut être passionné par la mer, il faut avoir envie d'aider, de sauver, de donner. Il faut être sérieux à l'entraînement, on s'entraîne beaucoup pour être opérationnel, puisque quand on est en action, c'est dans l'urgence, ça peut être dans de mauvaises conditions, on ne sait jamais les difficultés qu'on va rencontrer. Venez nous voir, poussez la porte de la station du Marin un samedi matin, venez faire un tour sur la Vedette, sur la SNS 256. Venez discuter avec nous, normalement on vous donnera envie si vous aimez la mer. Voilà, reprendre la mer avec Interentreprise est terminé pour aujourd'hui. Faites-nous vos suggestions sur reprendre la mer @interentreprise.com. On se retrouve en mars. Prenez soin de vous.